Bonjour à tous, on souhaite la bienvenue aux premiers participants qui nous rejoignent ce matin pour un webinaire consacré à la gestion des risques financiers assurantiels et sur la thématique du Covid. Un an après, un retour d'expérience. Bienvenue à tous les participants qui nous rejoignent. On va attendre encore une petite minute. Bonjour à tous. Allez, on va commencer. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour un webinaire technique sur le sujet du Covid-19, un an après retour d'expérience, avec le témoignage de 3 et 4 acteurs assurantiels. Je laisserai les conférenciers se présenter tout à l'heure. En tout cas, je les remercie pour leur participation ce matin. J'aimerais rapidement vous présenter l'Institut du risque management qui organise ce webinaire. L'organisme de formation de l'Institut des actuaires, un institut qui est une structure reconnue d'utilité publique et qui fédère 4500 actuaires membres aujourd'hui. Et l'Institut veille par des travaux de recherche, des travaux de prospective à l'excellence et à la qualité de la profession en France. L'Institut a dans son sein une activité, celle de la formation, et l'IRM est donc aujourd'hui un organisme de référence pour la profession actuarielle et plus largement pour l'ensemble des professionnels du secteur de la banque, de la finance et de l'assurance. Et nous proposons des formations qui sont dédiées au pilotage de l'entreprise, à l'actuariat évidemment, à la conformité, à la data science ou à la gestion des risques. Et en plus d'être un institut de formation, ce qui est aussi important pour nous, être un endroit, un espace de dialogue, de prise un peu de distance sur les thématiques qui nous concernent, qui vous concernent tous, et de proposer, comme c'est le cas ce matin, des webinaires. Je vais laisser peut-être Stéphane commencer à se présenter, et puis à l'ensemble des participants aujourd'hui de ce webinaire consacré au Covid. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la Covid-19, retour d'expérience un an après. Donc, avec nous ce matin, on a le témoignage et le retour d'expérience de 3 personnes, Marina Barre, Alexandre Boumezoued et Pierre Valade. Donc, moi, je suis Stéphane Loisel, je suis professeur à l'ISFA, je fais aussi un petit cours à l'ISUP et à l'ENSAE, et je suis aussi le directeur scientifique de la formation actuaire expert ERM, dans laquelle on discute de gestion des risques et en particulier du sujet de la Covid ces derniers temps, évidemment, puisque ce risque majeur, cette crise qui nous impacte toutes et tous, eh bien, on peut la chercher à la catégoriser dans les différentes cases de l'ERM. Si on reprend un peu l'analogie avec la carte du monde de Scherrer au XVIIIe siècle, où on essayait de connaître les positions des continents et disons, la forme des côtes, eh bien, en reprenant cette analogie, on peut distinguer en ERM plusieurs sortes de risques. Premier risque, c'est ceux qu'on connaît bien. Ensuite, il y a les inconnus connus, c'est-à-dire ceux qu'on connaît mal, mais on sait qu'on les connaît mal. Ensuite, il y a les faussement connus, ceux qu'on croit connaître, mais qu'en fait, on connaît mal. Et puis, les fameux inconnus inconnus, les unknown unknowns de Donald Rumsfeld de la diplomatie américaine, c'est-à-dire typiquement dans la carte du monde de Scherrer du XVIIIe siècle, l'Antarctique, qui était un continent totalement méconnu, pour lequel on ne soupçonnait même pas qu'il puisse exister. Donc quand on part un petit peu de cette cartographie des risques ERM, on s'est posé la question avec la promo actuelle de cette formation, de savoir dans quelle catégorie rentrait la Covid. Et on a opté non pas pour les inconnus inconnus, mais pour les faussement connus, puisque finalement, on se rend compte que ce qui s'est réalisé cette année et un petit peu avant, eh bien, c'était assez différent de ce qu'on avait dans les stress tests ou dans les scénarios qui étaient envisagés, qui étaient fort axés
sur une augmentation forte de la mortalité, sur un choc éventuellement concomitant sur les actions. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de surmortalité, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de choc sur les actions, même si c'est remonté après, mais néanmoins, la Covid a bouleversé toute la vie de nos entreprises et de notre secteur, bien au-delà de ce qu'on avait imaginé, notamment en raison des réactions des pouvoirs publics et des mesures d'atténuation qui ont été mises en œuvre. Donc, pour aborder un petit peu cette question sous un angle technique, je vais peut-être commencer par laisser Marine, Alexandre et Pierre se présenter chacun son tour. Et puis ensuite, je vous dirai un petit peu quel thème on va aborder pour lancer la discussion. Et ensuite, dans tout le reste de ce webinaire, qui se veut aussi interactif que possible, même si c'est sous le format webinaire, eh bien, on vous incite à poser vos questions dans le chat et j'essaierai de les restituer le plus fidèlement à nos 3 panélistes. Donc Marine, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Merci Stéphane, bonjour à tous. Donc Marine Abar, je suis directrice de l'actuariat vie et santé au groupe AXA, côté finance, actuaire ERM agrégé, et ayant travaillé sur le sujet pandémie depuis un petit moment maintenant. Donc c'est éclairant de voir 1 an après ce qui s'est passé pour cet épisode de Covid. Merci Marine. Alexandre? Alexandre Mesouet, donc directeur de la recherche et développement chez Milman, donc ravi d'être parmi vous, et j'ai aussi donc pu travailler depuis longtemps et dans le cadre de la thèse et notamment avec Stéphane donc, sur les dynamiques de population et ses effets sur la mortalité et plus particulièrement donc cette année, ces 2 dernières années sur le sujet. Ok, merci Alexandre. Pierre? Pierre Valade, je suis courtier senior chez Aon et accessoirement, je suis aussi président de la commission ORM. Merci Pierre. Tu es aussi un ancien de la formation actuaire expert ERM. Alors, on va aborder 3 grands thèmes pour lancer un petit peu la discussion. D'abord, on va se demander comment prendre en compte la dimension Covid-19 dans les travaux de calibrage d'hypothèses pour les valorisations de portefeuille. On va parler aussi du type de données d'expérience à utiliser. Et puis, on se demandera par la suite quelles perspectives mathématiques et numériques on peut entrevoir sur les modèles pandémie. Alors, pour commencer sur le premier thème, j'ai envie de poser la question à Marine et à Pierre pour commencer. Comment prendre en compte la dimension Covid dans les travaux de calibrage d'hypothèses pour les valorisations de portefeuille? Et peut-être pour commencer, pour les aspects biométriques, puisqu'il y a les aspects biométriques et financiers. Merci Stéphane. Pour faire suite aussi à ton introduction, en fait, il est vrai que la catégorie inconnu-connu fait probablement sens pour cet événement-là, puisque pour les compagnies d'assurance vie et santé, globalement, on était au fait, on anticipait ce risque de pandémie. Alors, effectivement, il y a un choc existant déjà dans la formule standard, que ce soit du côté SCR-Vie 4 pour la mortalité ou SCR Santé 4 pandémie. Donc, on savait que ce risque arriverait un jour. Après, les questions clés sont où, comment, quand. Et en fait, l'exercice, l'observation du Covid nous a montré que sur la mortalité en tant que telle, le Covid a des conséquences qui sont bien en deçà du choc bicentenaire de la formule standard sur la mortalité pure. Donc, on savait que cet événement arriverait, mais on a été surpris par le quand et comment, j'ai envie de dire. Donc, on a, grâce au confinement généralisé, réduit les effets sur la santé, sur la mortalité, mais on a engendré aussi des conséquences économiques et graves sur tous les secteurs. Et par conséquent, la pandémie a eu en premier lieu des impacts côté PNC, côté risque de marché. Et ça peut nous poser des questions aussi sur les dépendances entre les risques vie et PNC. Grâce à cet événement, on a maintenant des données réelles aussi intéressantes pour potentiellement revoir, recalibrer des scénarios de type ORSA.
Voilà, je ne sais pas si Pierre, tu souhaites me compléter. Merci Marine. Donc pour compléter, en fait, oui, j'ai quelques éléments en plus à apporter. C'est qu'au final, quelque part, la question qu'on peut se demander, c'est sur l'expérience qu'on a eue sur le Covid et la manière dont ça a impacté le marché français. Au final, on observe que l'ampleur du choc et sa violence, etc., sont pas forcément de nature à questionner la calibration des chocs qui sous-tendent le SCR dans le modèle prudentiel. Par contre, dans les hypothèses pour valoriser les différents portefeuilles, on a observé quand même des choses qui sont assez remarquables et où on n'a pas de généralité à sortir au global sur la santé ou les arrêts de travail. Néanmoins, on observe qu'il y a eu des comportements très très marqués sur certains portefeuilles ou sous l'ensemble de portefeuilles, tant sur la santé que les arrêts de travail. C'est-à-dire que par exemple, on a observé que les arrêts de travail qui étaient en cours au début du confinement ont eu tendance à se prolonger massivement à l'ultime des droits ayant des garanties. Sur la santé, on observe qu'il y a eu sur certaines populations aucune baisse de consommation et sur d'autres une baisse de consommation massive, significative. Et à partir de là, il y a aussi pas mal d'incertitudes sur les évolutions à moyen terme des frais de santé, avec quelque part dans la catégorie des unknowns sur qu'est-ce qui se passe en termes de dégradation long terme de l'état de santé des assurés, sachant que justement ils ont eu peut-être des retards de diagnostic ou de traitement sur des pathologies qui peuvent impacter, qui peuvent dégrader leur santé à moyen terme. Et donc là, on est encore dans des études où on travaille sur un mois de retard de diagnostic dans le cancer, ça réduit l'espérance de vie de temps, ça fait ci, ça fait ça, etc. Il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte. Et donc, à partir de là, pour synthétiser mon point, c'est que il n'y a pas forcément de données qui permettraient de justifier de recalibrer les chocs de SCR pour l'instant à l'aune du Covid. Par contre, sur l'aspect des valorisations de best estimate, il y a des forts questionnements et il y a quelque part un peu plus d'incertitude qui s'est logée là-dedans, parce qu'en fait, non seulement il y a eu des impacts très différenciés en fonction du profil des clients, mais il y a aussi en fait sur les hypothèses à moyen terme best estimate où en fait on ne sait pas en fait le déroulé d'évolution de la sinistralité sur ces éléments-là. Mais voilà. Et donc ça c'est mon point. Après peut-être que Alexandre veut compléter aussi justement sur les hypothèses et la valorisation. Oui, tout à fait en phase. Et pour poursuivre sur ce propos, hein, c'est vrai que donc, sur l'année 2020, s'est posé la question de revoir ou non donc, les hypothèses court terme et long terme de mortalité notamment, et ce pour alors soit des transactions, il y a eu quand même des transactions toujours récurrentes sur le marché de l'assurance, donc des fusions-acquisitions, ou bien pour des problématiques d'agences de notation qui veulent remettre à jour leurs évaluations pour des sociétés de réassurance en particulier. Donc, sur le court terme, qu'est-ce qu'on a vu? C'est soit des approches qui disaient on regarde ce qui s'est passé sur 2020 et on a des extrapolations assez simples pour se dire voilà ce qui va se passer sur la deuxième partie de 2020 et sur 2021. L'autre approche, c'était les modèles épidémiologiques avec des prédictions, alors avec évidemment l'incertitude qui va avec à très court terme, donc soit à 6 mois, soit à 12 mois. Donc ça, c'est pour le court terme. Et effectivement, en gros, les variables clés de ces prédictions-là à court terme, c'était les mesures. Et il y a eu pas mal de travaux, et notamment de différencier par type de mesure et aussi par stratégie, c'est-à-dire élimination versus atténuation. Quels étaient les impacts. Donc ça pour le court terme, c'était un sujet. Sur le long terme, on peut distinguer 3 scénarios qui ont été largement discutés. C'est le scénario optimiste où finalement la tendance déjà elle est inchangée et en plus on vient l'appliquer à un point de mortalité normal et pas au point de mortalité exceptionnel 2020 ou 2021 pour les classes d'âge en jeu. Donc ça, c'est un scénario dit optimiste parce qu'on modélise un rattrapage extrêmement fort sur les 2 années suite au Covid. L'autre type de scénario, c'est médian, où finalement, on se dit que la tendance est préservée, mais on a accumulé un retard, alors qui peut être dû à des impacts biologiques incertains, pour partie, et qui peuvent être dus à des conditions économiques dégradées, puisqu'on connaît le lien entre conditions économiques et longévité. Et puis des scénarios, alors là, pessimistes, où finalement, on va aussi non seulement donc appliquer la tendance au point sévère, constater, mais on va aussi modifier la tendance. Et donc, il y a eu
il commence à y avoir évidemment des travaux sur les impacts long terme dus au Covid, mais que ce soit des impacts donc, biologiques ou économiques. En termes de retour d'expérience, on peut dire que le scénario plutôt optimiste l'emporte en termes de choix en fait, pour les transactions, pour les valorisations. Alors après, donc à tort ou à raison, c'est une discussion en fonction des profils de risque, en fonction vraiment des caractéristiques assurées, puisqu'il y a aussi des différentiels socio-économiques extrêmement forts autour de ça. Mais globalement, voilà, c'est un scénario quand même optimiste qui l'emporte avec un effet qui a été considéré dans les projections majoritairement comme transitoire et avec une tendance qui resterait, donc pour l'instant inchangée. Ok, merci. Peut-être avant de passer au risque financier, une question qui est apparue dans le chat de Vincent. Donc, merci Vincent pour cette question. Donc, Vincent a une question concernant les chocs pandémie dans la formule standard, qui serait bien plus fort que la mortalité observée pendant cet épisode Covid. Y a-t-il une prise en compte dans la formule standard de la dépendance entre le risque pandémie et des risques plus larges d'ordre économique? Vas-y Pierre. Je vais commencer, mais je te laisserai largement bonifier ce que je vais raconter. En fait, ce qui se passe, c'est que les travaux qui ont été coordonnés par ce qui s'appelle l'EIOPA maintenant à l'époque pour calibrer la formule standard, c'est basé sur le choc pandémie SCR Life 4. C'est basé sur des travaux, une publication de 2007 de Swiss Re sur le risque grippal, donc de pandémie grippale, et c'est vu à 100% à l'aune d'une surmortalité. Donc il n'y a pas de prise en compte d'impact justement de désorganisation des boîtes, d'arrêt de travail, de confinement, de santé, de perte d'exploitation, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec un an de Covid derrière nous. Le deuxième choc balisé sur une pandémie, c'est celui du Health4, scénario pandémique, où là c'est calibré sur des publications basées sur une méningite spongiforme, et donc à partir de là, qui au lieu a des impacts potentiellement de tuer des assurés, mais aussi a des impacts de créer des invalides. Et en fait, c'est ça qui génère le coût le plus important sur ce choc-là, normalement. Là, par contre, on va dire que oui, c'est une calibration de STR par rapport à la question, si je veux jouer, si je veux répondre spécifiquement par rapport à ce qui est marqué, qui dépasse la mortalité. Mais après, il y a sur les impacts d'ordre économique, etc. Pour l'instant, je pense que ça fait partie des travaux qui vont être initiés dans la prochaine revue de formule standard, à l'aune de ce qu'a appris l'EIOPA et de ce qu'elle a choisi de considérer. Exactement, ça correspond à ce que je voulais signaler, Pierre, donc pas mieux de mon côté. Peut-être sur une suggestion aussi d'évolution éventuelle, de mémoire, le choc mortalité est unique. Donc là, l'une des leçons de la pandémie, c'est que avoir une vision par tranche d'âge serait un plus. Ok, et deuxième question, puisqu'on est dans l'interaction, une question de Johan. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les mesures de confinement. Il semble être un fait établi que les mesures sociales aient eu un impact significatif sur la santé de la population. Certains travaux scientifiques très sérieux viennent contredire cette thèse, en particulier pour des mesures très restrictives dont l'impact marginal par rapport à des mesures raisonnables minimales est très faible. Avez-vous un avis sur le sujet et sur les différentes études ? Peut-être là-dessus, sur la partie santé, pas clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le sujet des effets indirects avec notamment tous les sujets de santé mentale, etc. Sur les mesures, il y a quand même eu très vite, en fait, des mesures de R0 pré-post-mesure avec des conclusions assez claires sur les impacts significatifs. Il y a eu une nouvelle publication toute récente dans The Lancet qui reprend de manière assez rigoureuse les stratégies, donc élimination versus atténuation, avec la dimension sociale et la dimension économique. Alors, je pourrais avec plaisir nous transmettre dans la suite la référence. Je n'ai pas lu en détail, mais il me semble qu'ils adressent le point et qu'ils montrent notamment que les stratégies en fait de confinement extrêmement fortes, initiales, mais courtes dans le temps, mais extrêmement fortes, qui ont une stratégie d'élimination
clairs sont plutôt relativement bénéfiques en comparaison. Et ça fait aussi écho à des travaux. Alors je pense aux publications d'Arthur Charpentier, Romuald Dely et Eliette Titran sur le design de stratégie optimale, où effectivement, ce sont des stratégies extrêmes, mais courtes dans le temps, dès le début d'élimination, qui semblent être les plus favorables. Je pense que la question est complexe alors peut-être qu'on peut juste mentionner une étude initiale, l'étude de Ferguson, apparue relativement tôt dans l'exercice. Et alors, on l'a appelé le professeur lockdown, puisque cette étude a influencé, on va dire, la prise de décision des différents gouvernements en France, au UK ou aux US, pour justement confiner massivement. Donc, cette étude était alarmiste et montrait que si on ne faisait rien, on courait à la catastrophe. Donc, d'où ces enchaînements de prise de décision par la suite. Maintenant, bien malin celui qui saurait avec précision ce qu'il fallait faire à chaque pas de temps. Donc, on a vu différentes stratégies gouvernementales, que ce soit la mitigation, donc comme la pandémie de grippe, on vit avec, on soigne les gens, là c'est notamment en Europe, la suppression, donc essayer de minimiser la circulation du virus, et ça c'est par exemple en Corée, ou à l'inverse les limitations, donc ça c'est zéro Covid, et ça s'est vu par exemple en Nouvelle-Zélande ou au UK, on veut absolument pas de virus sur le territoire, donc c'est peut-être aussi plus facile pour un pays qui est insulaire. Ok, merci pour vos réponses. On peut peut-être se poser maintenant la question des risques financiers pour revenir à la prise en compte de cette dimension Covid dans les travaux de calibrage d'hypothèses pour les valorisations de portefeuille. Je ne sais pas si Pierre… je vais commencer pour après me faire améliorer par Alexandre. Donc, ce que je dirais, c'est qu'on a observé que, alors d'abord, historiquement, fin mars 2020, en fait, on a observé que les marchés avaient un vrai décrochage, autant sur les marchés de titres aussi que sur les marchés de taux, etc. Et donc, ça a créé une belle valorisation pile poil dans les jours de valorisation du bilan trimestriel S2. Alors, ce que j'en retiens essentiellement, c'est qu'il reste que ce décrochage ne justifie pas du tout une recalibration des chocs du SR de la formule standard, parce qu'on voit bien qu'ils étaient effacés au bout de quelques mois en termes de niveau des marchés. Et à partir de là, en fait, comme on est sur un choc annuel, et déjà que la question du choc annuel peut s'interroger dépendamment du passif d'un bilan d'assurance, ça fait qu'en fait, l'année 2020, en termes de volatilité sur les marchés financiers, ne justifierait pas d'une aggravation des SCR marchés de la formule standard, on pourrait dire ça comme ça. Par contre, ça montre bien la dépendance quelque part à l'état des marchés au point zéro pour valoriser un bilan. Et en particulier, pour moi, ça met en avant une des zones de myopie de la norme S2 pour valoriser un bilan sur les sujets financiers, qui correspond au fait qu'on réplique en risque neutre les actifs, etc. Mais en fait, il y a des choses qui ne sont pas forcément pris en compte et qui peuvent avoir un impact, qui sont quelque part l'écart entre le taux risque neutre et le niveau de spread national moyen constaté sur sa zone économique. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, un assureur qui a exactement la même activité dans une entité au Portugal et une entité en Allemagne, en fait, et tout est exactement pareil, n'aura absolument pas la même solvabilité, dépendamment de ses points de valeur, etc. Et en fait, ça a été mis naturellement un peu moins en lumière, spécifiquement entre pays, fin mars de l'année dernière, mais ça reste visible à chaque fois qu'il y a des chocs et des décrochages. C'est-à-dire qu'il y a des zones économiques qui sont beaucoup plus impactées, il y a des assureurs qui sont beaucoup plus impactés dans certaines zones que dans d'autres, toutes choses égales par ailleurs. Et ça continue à poser un vrai questionnement. Ouais, tout à fait en phase aussi. Et donc, pour effectivement replacer le paradoxe qu'on est en train de définir là, pour poser la question et pas donner de réponse ni de solution, parce qu'il n'y en a pas, ça reste un vrai sujet. On a une vision du risque qui est à 1 an, voire un peu plus, notamment sur les actions, où on a une dimension participation stratégique, avec un choc à 22% qui est… dans les travaux de calibrage associés à une vision pluriannuelle du risque. On a aussi une approche duration pour l'action qui, encore une fois, fait intervenir un horizon pluriannuel. Donc, une vision du risque à 1 an, voire en fait un peu plus, tenant compte des positions sur l'action,
et un univers de valorisation qui a une temporalité qui est spot, donc qui dépend de l'instant, donc ça c'est ce que Pierre tu rappelles, et où à fin mars, eh bien, on est en situation d'utiliser notre générateur de scénario économique et d'effectuer notre valorisation dans un contexte où alors, le niveau action, lui, a chuté, mais lui, il ne va pas influer sur le calibrage. Par contre, on va avoir un régime de volatilité, que ce soit pour les actions ou les taux élevés, et qui vont driver bien moralement la volatilité sur le long terme des engagements. Donc ça, on l'a vu, il y a eu un impact rien que de ces deux grandeurs, volatilité action et volatilité taux, non négligeable dans l'explication des variations de bilan. Et d'ailleurs, on rappelle que ce sont des risques typiques qui sont dans les modèles internes au titre des risques de marché et qui ne se retrouvent pas pour autant dans la formule standard. Donc, de ce point de vue-là, on a une réflexion quand même sur le calibrage de ces chocs de volatilité dans les modèles internes, une réflexion sur l'évolution de la mécanique de valorisation des bilans et grosso modo, d'un point de vue assez opérationnel, on a testé les générateurs de scénario économiques dans des conditions dans lesquelles on les teste assez rarement. Et donc, ça a posé un certain nombre de questions de stabilité, de pertinence du calibrage. Voilà, ça remet en cause quand même un certain nombre de choses autour de ça. Donc, ça a été, je pense, sur l'année, les 12 mois, disons, passés, un poste d'effort aussi pour les compagnies qui ont tenté de s'approprier ce processus GSE. Ok, merci à tous les deux. Alors peut-être deux questions là qui viennent d'apparaître. Donc une première question de Myriam. Pensez-vous que l'arrêt des subventions d'État pourrait accélérer ou augmenter les faillites d'entreprises? Avez-vous pu observer des tendances, augmentation des impayés par exemple? Je vais commencer. Et donc le sujet, c'est que je ne suis pas sur ce marché spécifiquement, donc en fait il y a ce que je suis, il y a ce que j'entends par mes collègues, etc. Donc je n'ai pas une légitimité extrêmement profonde sur le sujet. Ce que j'entends, c'est qu'en fait il y a eu une baisse des faillites sur la période où les aides de l'État ont irrigué la plupart des acteurs whatever it takes, même s'il il a continué à y avoir des accidents, mais ils étaient en proportion inférieure. Donc on peut anticiper un minimum un rattrapage au niveau d'avant, mais en plus, ce qu'on observe quand on lit les études périodiques de la Banque de France, qui s'intéressent au crédit des entreprises, on observe que, en tout cas, ils publient qu'il y a des acteurs qui sont en trésorerie haute grâce au confinement et aux aides d'État et à l'arrêt de l'activité, et d'autres acteurs qui en fait sont en train de couler. Donc probablement que ça va être un peu le même type de phénomène, toute chose égale par ailleurs, le même type de phénomène que ce que j'évoquais tout à l'heure sur les santé et arrêt de travail, c'est qu'en fait ça va dépendre de sous-catégories d'entreprises qui ont eu des activités plus ou moins impactées sur leur trésorerie pendant le confinement et sur leur perspective d'activité future plus ou moins dégradées par le monde d'après et le monde qui a changé après une année et demie de Covid. Et donc, raisonnablement, on peut anticiper qu'il y aura un peu de schumpeterisme, donc des acteurs qui vont disparaître, d'autres qui vont probablement réémerger, et que oui, il y aura une phase où il y aura probablement là c'est de la prospective comme ça, une montée du taux d'impayés de faillite, et après une renormalisation consécutive. Mais est-ce que vous avez quelque chose pour compléter ça? Je vous laisse le micro. De mon côté, c'est quelque chose qu'on monitore, mais pas de conclusion claire à ce jour. Ok, merci. Deuxième question avant de passer aux données d'expérience à utiliser. Donc, une question de Jean-Christophe. La Covid aujourd'hui met en évidence les interconnexions entre les risques, techniques, opérationnels, financiers, réputation, en termes de conséquences. Comment évaluer et intégrer ces interconnexions, également plausibles pour le cyber et le climatique, dans la réflexion prudentielle, typiquement dans l'ORSA? Le point est très pertinent et j'aime le parallèle avec le climat notamment, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que tout est lié, tout est interconnecté, et donc on a besoin d'avoir cette vision transverse, cette compréhension transverse. Donc c'est ce que je signalais tout à l'heure. L'ORSA est le bon véhicule, on va dire, pour élaborer les scénarios qui sont transverses et qui sont adaptés à la compagnie d'assurance. On n'est pas exposé au même risque chacun.
bien. Donc, je pense que c'est le bon véhicule pour calibrer ce type de scénario. Et tout à fait. Pour compléter, sur l'ORSA, il y a quand même deux gros axes de travail. Il y a ajouter des risques. Hein. C'est vrai que le cyber, le climat qui a été le sujet de l'opinion IOPA, justement sur est-ce qu'on doit, et donc oui, et dans quelle mesure intégrer le risque climatique. Donc ça, c'est l'intégration de nouveaux risques. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui avec des scénarios ORSA qui sont plutôt bâtis de manière, on va dire, traditionnelle, avec un scope qui est assez proche de la formule standard en particulier, et leur probabilisation, parce que quand on a 2-3 risques, on arrive, on va dire, par jugement d'expert, à se donner des trajectoires de taux bas, de vol élevé, de comportement client adverse. Quand on vient rajouter du climat, du cyber et de la pandémie un peu fine, la question c'est on arrive à quel niveau de scénario? C'est-à-dire qu'on a, par des experts potentiellement différents, défini des chocs. La question est ensuite, en les mettant ensemble, on a quel niveau de réalisation adverse du risque. Donc c'est vrai que sur la probabilisation des scénarios ORSA, on sent qu'il y a un mouvement de travail avec l'utilisation de techniques, un type, bien sûr, les reverse stress scénarios et les reverse stress tests, mais dans des cadres un petit peu plus complexes que d'habitude, où on prend en compte les relations entre les risques. Et pour aussi compléter là-dessus, hein, la différence avec du climat et aussi de la pandémie, c'est un traitement qui est plus j'ai un risque, un autre et je les corrèle, mais il y a du causal, c'est-à-dire que bien sûr pour le climat, il y a de l'impact sur les trajectoires d'investissement labellisées green et les autres, donc on connaît le sens causal. Évidemment pour la pandémie pareil, puisque via les mesures d'endiguement, on a des impacts économiques. Donc peut-être que cette dimension aussi dans l'ORSA, elle va arriver où on a une vision plus à plat avec des corrélations entre risques, mais une vision causale, on va arriver à définir des mécanismes de risque avec des explications et des conséquences. Ouais, et après, pour compléter, pour ajouter ma petite pierre à l'édifice de réponse, je dirais que oui, il y a cette vision construction de scénario qui est largement bien précisée par Alexandre. Il y a aussi un deuxième point, c'est qu'en fait, au final, on observe que sur des phénomènes globaux, donc par exemple le Covid est un phénomène global qui impacte l'assureur à tous les aspects de son activité, aussi bien opérationnellement qu'au niveau de ses ratios prudentiels et financiers, ou aussi au niveau de la réputation, etc. Le cyber et le climatique sont aussi à voir comme des phénomènes globaux. Et donc à partir de là, indépendamment de la causalité, il faut aussi regarder quelque part sur les briques élémentaires de fonctionnellement, comment opère un assureur, qu'est-ce qu'il a en place et à quel point ces phénomènes peuvent les impacter ou pas. Parce que quand la pandémie était vue comme un SCR et Life 4, on pouvait se dire ok, je mets en place une couverture ou pas, qui fait qu'en cas de surmortalité, j'ai une indemnité ou je suis couvert. Et on peut dire je circuler, il n'y a rien à voir. Le sujet, c'est qu'en fait, on observe que c'est des phénomènes globaux qui peuvent impacter les opérations, être capable d'avoir une interruption des chaînes ou remplacer tout ou partie de la gestion, de la souscription, de gérer les actifs, etc. Du jour au lendemain. Mais il y a aussi des aspects de ce qu'on peut appeler réputation, mais en fait de droit du contrat, qui correspondent quelque part à quels sont les risques qui sont assurés, quels sont ceux qui ne sont pas assurés, quelle est la part des risques où c'est un peu gris, parce qu'il y a une partie qui va être prise en compte par les pouvoirs publics et les mutualisations globales, parce que systémiques, etc., etc. Et en fait, comment dire, oui, c'est un sujet qui est adressé dans l'ORSA, mais pas que complètement, parce que justement, il y a des aspects qui dépassent la pure communication de gestion des risques propres à l'assureur, parce qu'il y a une partie de la gestion de ces phénomènes qui doit être fait en bonne intelligence avec les pouvoirs publics et les partenaires de l'assureur. Donc c'est pour ça que c'est un sujet c'est des questions qui sont tout à fait pertinentes et qui doivent être initiées quelque part, ou en tout cas partiellement traitées dans l'ORSA, mais aussi complétées avec des protocoles et des revues de l'ensemble des autres éléments pour opérer, à mon sens. Ok, merci à tous les trois. Une dernière petite question du coup sur ce thème-là. Faut-il modéliser le risque vaccination et si oui, comment? Exemple, s'il y a un rappel annuel de vaccination, quel impact pour les complémentaires santé? Autre exemple concernant le risque intrinsèque du fait qu'il n'y aura aucune responsabilité des États ou des labos, sur qui reposera la charge? Alors, sur la première question, faut-il modéliser le risque de vaccination? Oui.
la dynamique de vaccination est à prendre en compte comme mitigation action, on va dire. Après, c'est hautement dépendant aussi des décisions du gouvernement, savoir quelle population est prioritaire, à quelle vitesse, par classe d'âge, etc. Sur la prise en charge de ce coût, là, c'est également dépendant des décisions du gouvernement et très pays spécifique. Donc, oui, avec beaucoup d'humilité, on va dire, et pouvoir adapter au gré des changements de décision dans le modèle. Et après, pour continuer, je souscris complètement au point de Marine, et je rappelle ce que je disais juste à la question d'avant, c'est qu'en fait, il y a un aspect de risque à prendre en compte et à modéliser, et aussi un aspect d'interaction avec les pouvoirs publics, au sens où la vaccination obligatoire ou pas, fortement incitée ou pas, remboursée à 100% ou à la charge des assureurs, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est des aspects, en fait, c'est modéliser quelque part les différents segments d'opération de l'assureur, d'intervention, et aussi bien quand il le gère en propre, donc là il est responsable de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut faire, et modéliser et prendre en compte dans sa gestion, et aussi dépendamment de scénarios, de est-ce que le gouvernement va continuer à sponsoriser ça ad vitam ou pas, est-ce que on va passer à un régime moins d'exception, etc., etc. Ok, merci pour vos réponses. On passe au deuxième thème, les données d'expérience à utiliser. Peut-être qu'on peut commencer par les données de portefeuille. Marine, est-ce que tu veux commencer à nous en parler? Oui, oui, avec plaisir. Effectivement, il faut d'abord savoir de quelles données est-ce qu'on parle, et on peut dissocier les données nationales des données de portefeuille. Donc pour les données de portefeuille, je dirais que c'est peut-être le plus complexe, parce que on a en tant qu'assureur un délai aussi de disponibilité des données. Alors il peut y avoir un lag entre la survenance du sinistre, la déclaration et donc l'obtention en bout de chaîne pour l'assureur. Et ça peut durer quelques mois, ça dépend du côté opérationnel de la chose. Ensuite, on peut aussi, en tant qu'assureur, avoir le droit ou non d'accéder aux causes de décès. Pour certains pays, légalement, c'est pas possible. Premier point, et d'autres. Pour d'autres pays, on a cet accès, mais il peut y avoir des multi-causes, et donc c'est difficile d'isoler la cause Covid-19 de ce panel de possibilités. Donc notamment pour les personnes qui sont âgées, fragiles, c'était parfois complexe. La qualité de données, je dirais, était hétérogène. Peut-être Pierre, tu veux compléter sur la partie arrêt de travail? Oui, bah donc, alors j'ai déjà un peu évoqué précédemment, mais là je vais essayer de plus synthétique ou plus clair. Donc en tout cas sur les arrêts de travail, on a observé des choses sur les données de portefeuille qui sont très très hétérogènes, et donc c'est très dur de tracer une généralité sur l'ensemble de la branche. Par contre, ce qui a été observé, c'est qu'il y a, alors dans les principaux phénomènes marquants, c'est qu'il y a eu ceux qui étaient en arrêt de travail au début du confinement, ont pu avoir, en moyenne, on a observé statistiquement sur nos clients et nos portefeuilles, que les arrêts de travail ont été prolongés assez longtemps, parce que tout simplement, en fait, c'est dur de revenir d'un arrêt de travail au milieu d'une période de confinement strict, ça peut se comprendre. Et donc, il y a eu ce premier phénomène. Il y a eu un deuxième phénomène, c'est que sur certains portefeuilles, le taux d'entrée en arrêt de travail a été très important. Pour des raisons diverses et variées, mais probablement que en fait, c'était aussi faire jouer les garanties. Alors après, là-dessus, j'aurais du mal à qualifier exactement l'explication du pourquoi, mais il y a des portefeuilles où l'entrée en arrêt de travail a été très importante sur la période, et en contrepoint, il y a eu d'autres portefeuilles où le taux d'entrée en arrêt de travail s'est complètement arrêté, pour la simple et bonne raison que certains salariés, vu qu'ils étaient chez eux confinés, il n'y avait plus de raison, de facteur générateur d'arrêt de travail, et donc à partir de là, en fait, ils se sont retrouvés avec des primes sans sinistre sur certains portefeuilles. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de généralité à avoir sur l'ensemble de la branche, mais que par contre, ça dépend vraiment de la nature des garanties, de la nature du contrat de travail sous-jacent, et de la population, et de qu'est-ce qui génère ou pas les arrêts de travail. Voilà. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour collecter sur ces données d'expérience à utiliser, j'aurais tendance à conseiller réellement de travailler sur ces données propres, éventuellement sur ceux qui ont si on peut récupérer par partage des données et sur des acteurs équivalents, mais tant sur le type de population et quel type de garantie,
Et à partir de là, c'est ces éléments-là qu'il faudrait utiliser pour calibrer. Ok, merci à tous les deux. Peut-être qu'on peut parler des données nationales qui sont disponibles. Mais je peux dire un mot de ces données. Alors, c'est presque un rappel parce qu'il y a eu beaucoup, évidemment, de travaux qui ont reposé sur des données nationales. Donc, l'INSEE qui a fait assez rapidement un suivi hebdomadaire en fait, des excès de mortalité. La Human Mortality Database qui a lancé ce qu'elle appelle les short-term mortality fluctuations, qui sont donc d'eux-mêmes en fait hein, les excès de mortalité par pays et par semaine. Donc un outil intéressant aussi de visualisation qui va avec hein, sur le site de la HMD. Et après, il y a eu donc beaucoup de travaux sur les séries classiques de donc susceptibles, infectés, rétablis et décédés. Alors très vite, on s'est rendu compte que ces données-là ne donnaient pas toutes les réponses. En particulier, les rétablis en fait étaient principalement constitués des retours à domicile. Donc globalement, dans les données classiques type Johns Hopkins ou nationales, pas suffisamment granulaires. Les rétablis étaient largement sous-estimés puisque moralement les infectés qui n'étaient pas hospitalisés du coup n'avaient pas de retour à domicile et donc ne guérissaient pas en termes de série de données. Donc ça, si on compare par exemple les séries Johns Hopkins entre la France et d'autres pays, puisque le mode de calcul peut être différent, on voyait typiquement que le nombre de rétablis était sous-estimé. Donc conséquence dans le modèle, eh bien, une mauvaise évaluation du taux de rétablissement tout simplement. Et donc, l'idée, c'était d'aller chercher aussi des données plus granulaires sur les hospitalisations, comme celles proposées par Santé publique France, qui vont notamment inclure les vraies durées d'hospitalisation dans le temps de manière très précise. Alors, ça reste sur le périmètre des hospitalisés, mais toutefois, ça fait un périmètre homogène entre des individus qui vont à l'hôpital et qui ensuite ont un suivi précis du rétablissement et donc avec des extensions de modèles d'individus avec des probas d'hospitalisation ou de non-hospitalisation et ensuite une gestion du rétablissement par hypothèse. Voilà un petit peu, il y avait voilà un petit peu les types de données auxquels on a pu faire face durant la période. Mais si on prend un pas de recul par rapport aux précédents épisodes pandémiques, enfin, on peut quand même souligner qu'on a eu pléthore d'informations et assez rapidement. Alors après, ça pose des questions, comme tu l'évoques, de granularité, de réconciliation entre les sources. Mais enfin, je pense que c'est quand même un énorme pas en avant. Oui, tout à fait. Je partage, et notamment en termes de délai, là où en quelques semaines, on avait quand même une remontée très intéressante, comme tu dis, Marine, en fait, des informations. Ok, une question de Denis. En santé, à combien de points de S sur P s'élève la baisse des sinistres? Je pense que c'est plutôt pour moi cette question. Oui. Donc c'est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a eu des portefeuilles où il n'y a pas eu de baisse de consommation, donc en fait le S sur P est resté à peu ou prou le même à n'importe quel moment du confinement, et c'est pour des raisons qui peuvent se comprendre, parce que des conditions d'âge, des situations ou des activités professionnelles spécifiques. Par contre, après, on a eu des baisses qui ont été observées des fois jusqu'à 7-8%, mais après, ça dépend vraiment de. J'ai pas de généralité à dire toujours, parce que pour moi, en fait, ça n'a pas de pertinence. Ok, merci. Alors, on peut peut-être passer à notre troisième partie. On va s'interroger maintenant sur les perspectives mathématiques et numériques sur les modèles pandémie. Peut-être qu'on peut commencer par un retour d'expérience de Marine. Oui, merci. Donc, je dirais que chez AXA, en termes de modèle actuariel tout d'abord, on était globalement prêt en vie et santé, parce qu'on avait travaillé sur un modèle assez sophistiqué, développé depuis quelques années. Donc, on avait la chance, dès le début, d'avoir, entre guillemets, la tuyauterie en place. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas pour l'ensemble des acteurs. Pour autant, ça ne fait pas tout.
comme on dit souvent, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Là, quand bien même on avait la tuyauterie, il y avait quand même une forte incertitude sur les paramètres, sur les données disponibles, comme on vient de le signaler, sur les actions, les décisions du gouvernement. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'énormément d'humilité. On a tous appris à ajuster au fil de l'eau ces prévisions, enfin, voilà, au fur et à mesure. Donc, parmi les incertitudes, il y a les différentes vagues de confinement, il y a la vaccination, sa vitesse et les cibles de population visées. Il y a les changements aussi des comportements humains et les mutations du virus assez inquiétantes en ce moment. Donc, de notre côté, on travaille beaucoup avec l'Institut Pasteur et puis le Fonds AXA pour la recherche. Donc, au sein de l'Institut Pasteur, c'est la cellule modélisation de Simon Cauchemez, qui fait aussi partie du conseil scientifique. Et on voit que voilà, même les plus grands spécialistes comme Simon Cauchemez ont ajusté aussi au fil de l'eau leurs prédictions. Je crois que la dernière en date de ce week-end où justement l'Institut Pasteur est plutôt optimiste vis-à-vis des prévisions de cet été, sous réserve d'avoir toujours un niveau de prudence et pas trop de changement de comportement humain. Mais voilà. Ok, merci Marine. Peut-être qu'on peut parler un peu, faire un petit panorama des travaux académiques un an après. Alexandre et Marine, peut-être. Avec plaisir. Pour reprendre le point sur les données de Marine et le transposer aux publications, on a eu une quantité évidemment impressionnante de publications, alors plutôt épidémiologique, et donc ça c'était un point, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin de la communauté actuarielle sur quelque part des scénarios, avec ce qu'ils valent, pas forcément dans l'objectif de prédiction, mais de compréhension des mécanismes, besoin qui a été peut-être partiellement rempli par la littérature disponible, et toutefois une littérature évidemment très importante avec des angles d'analyse différents. Donc pour en lister quelques-uns, certaines publications qui très tôt essayaient de comprendre le pourcentage d'infectés réels fonction des infectés détectés, qui a été un sujet immédiat, et notamment pour dresser des scénarios, avoir la bonne assiette d'infectés. D'autres publications, alors une il y a un an, donc je pourrais avec plaisir donc diffuser les références, qui déjà il y a un an donc indiquait des intervalles de confiance sur des nombres d'infectés dans la population. La fourchette était peut-être entre 2 et 5 millions, donc extrêmement large. Toutefois, on est aujourd'hui au-dessus. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un an, on pouvait aussi avoir une perception particulière de ce genre de publication et les envisager aussi parfois pessimistes en fait dans leur projection. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, on a ce genre de choses. Sur les comorbidités, donc il y a eu aussi beaucoup d'études par cohorte assez tôt sur l'impact des comorbidités. Déjà, pour refaire un petit recensement, il y a un an, une publication de Santé publique France indiquait que 2/3 des cas décédés du Covid présentaient au moins une comorbidité. Et il y a eu beaucoup de travaux très importants là-dessus qui ont suivi. Enfin, sur les stratégies, mais ça j'en parlais, il y avait eu l'article d'Arthur Charpentier, Romuald Dely et Viet Titran sur les études de stratégie optimale. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi un vrai sujet d'intérêt dans la période. Et enfin, quelques études, bien sûr, sur les impacts sur la mortalité aux grands âges, avec un vrai débat sur le côté accéléré ou non de l'effet, sur le côté rattrapage, qui reste évidemment un sujet. Donc, globalement, peut-être en conclusion là-dessus, il y a eu un besoin quand même de projection qui a été peut-être pas totalement rencontré, et du coup, il y a eu un vrai besoin de développement méthodologique aussi supplémentaire par rapport à ça. Et en termes de puissance de calcul, ça s'est vraiment ressorti parce qu'on voulait, on a besoin de modèles individus centrés, stochastiques, spatiaux, et en fait, en termes de calcul, c'est compliqué. Donc, il y a eu, en fait, la ressource IT, la puissance de calcul a été quand même une limite dans la plupart des applications de modèles
individus centrés, spatiaux, stochastiques. Donc ça, c'est une leçon aussi, hein. Il n'y a pas que les modèles, il y a aussi les outils derrière. Peut-être pour te compléter, Alexandre, donc effectivement, beaucoup de publications et ce très tôt, avec une qualité aussi parfois hétérogène, donc il faut un petit peu faire le tri. Beaucoup de task force aussi, même au sein des instituts des actuaires, un peu partout dans le monde. Donc, je dirais que c'est quand même de la matière vivante, on apprend tous en marchant, et même aujourd'hui, c'est important de garder un œil en veille sur les différents travaux qui peuvent se poursuivre. Ok, avant de poursuivre, on a deux questions qui sont apparues. Y a-t-il également des données disponibles sur le volet PNC qui a été fortement touché par la crise? Et du côté des lessons learned, y a-t-il besoin d'une remise en question des potentielles corrélations entre les risques vie, PNC et marché? Y a-t-il des études en cours sur ce sujet? Alors, je vais dire ce que je sais aujourd'hui, qui n'est pas très important. Parce que je travaille pas beaucoup sur le PNC, mais c'est clair que le Covid a été plus impactant sur le volet PNC que sur les côtés vie santé en termes de numérique sur l'année 2020 et 2021. Donc à partir de là, en fait, est-ce qu'il y a une relation, il y a une remise en cause des corrélations? Je ne sais pas. Par contre, il est évident, je pense, que quand tu auras une revue de la formule standard la prochaine, il y aura probablement une extension, soit la création, soit une réallocation quelque part d'un module catastrophe au même titre que souscription en général, soit en fait il y aura un volet pandémie ou événement systémique majeur au niveau de la non-vie qui ferait qu'il y ait un scénario de perte d'exploitation massive ou de choses comme ça. On pourrait anticiper ça. Après, j'ai pas d'informations préliminaires à qui que ce soit. Mais clairement, dans les leçons, pour marquer que les leçons sont apprises, en fait, il est probable qu'il y ait ce genre de questionnement. Après, ce que je dirais, c'est que les études, avant d'être au niveau global, je pense qu'elles vont être aussi chez la plupart des acteurs qui sont tant non-vie que vie, et qui vont s'interroger sur, quelque part, sur un phénomène global qui impacte et les opérations et les différents risques de souscription, tant vie que non-vie que santé. Probablement s'interroger sur un phénomène global, quels sont ses impacts sur les différentes lignes d'activité qu'il a, et en particulier étant au niveau de la modélisation, mais avant ça en termes de droit du contrat. Et donc ce qu'on observe aussi, c'est que là, c'est aussi un phénomène de juriste qui fait que les exclusions et la rédaction des traités, des clauses, des contrats d'assurance sont fortement questionnés et étudiés en ce moment, parce que justement, les leçons sont apprises, en partie. Oui, moi, ça me fait penser au phénomène de crise de corrélation qu'on étudie un peu en détail dans la formation actuaire expert ERM, c'est-à-dire que les corrélations en temps de crise sont en général très souvent beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont en période classique. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de quelles sont les corrélations qu'on a envie d'avoir dans la formule standard de Solva 2, puisque a priori, on souhaite agréger des capitaux sous risque, des capitaux qui correspondent à une value at risk à 99,5%. Donc, on devrait prendre en compte, normalement, en théorie, ces crises de corrélation. La formule devrait les prendre en compte. Maintenant, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et ça va certainement commencer, comme ça a été dit tout à l'heure, par une approche un peu plus causale dans les scénarios ORSA, où on va essayer de décliner le scénario vraiment de bout à bout en essayant de voir toutes les implications de ce qui peut se passer, avec toutes les difficultés de cet exercice. Alors, une autre question qui est apparue, quid de la modélisation de l'impact de la pandémie sur les primes, notamment en assurance collective? Je suis un peu sec là-dessus. Donc, ce que je dirais, c'est qu'au niveau des primes, en fait, ce qui est anticipé, c'est que il y a des scénarios, parce que là, c'est si difficile de dire que c'est vraiment un best estimate, mais il y a des scénarios qui anticipent le fait qu'il y aura une partie des acteurs en collectif qui vont faire faillite, et donc il y aura une continuation des garanties au-delà de la fin de l'encaissement des primes, qui fait qu'il y aura les sinistres sans les primes. Donc il y a ce genre de choses-là qui sont modélisées. Après, par contre, il y a aussi
Il y a deux types de scénarios. Il y a ceux qui pensent que la croissance va reprendre et il y aura un rattrapage, et que donc finalement que sur 2021 voire 2022, on sera dans des scénarios modérés en termes d'inflation salariale, de plafond annuel de la sécurité sociale qui reste revalorisé à 0%, etc. Alors ça, c'est des critères qui sont importants sur un collectif, parce que souvent les garanties sont indexées à ça, et donc la prime aussi. Donc quand dans la loi de finances, on met le PASS augmente de 0% en 2021, ça veut dire la prime n'augmente pas pour les collectives. Donc il y a ce genre de scénario, et puis après, il y a des scénarios qui considèrent que ça va se prolonger plus longtemps. Voilà, mais après, j'ai pas beaucoup plus de choses intelligentes à dire là-dessus. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une opinion là-dessus, mais voilà. Ouais, simplement, oui, il est nécessaire de modéliser le phénomène pandémique sur la partie sinistralité, comme on l'a évoqué jusqu'à présent, mais aussi sur la collecte des primes. Donc, ça touche effectivement toute la partie assurance collective, ça touche aussi l'épargne, les phénomènes qu'on a pu observer en épargne entre General Account et unité de compte, par exemple. Les comportements, on va dire, de nos assurés par rapport à l'évolution économique, l'évolution des marchés. Ok, je surveille le temps, donc on va passer peut-être à la question suivante qu'on souhaitait aborder, notamment les enseignements à tirer sur la difficulté de prise en compte des mesures. Marine, Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, je pense que du coup, on l'a évoqué au gré des précédents échanges, c'est-à-dire que il faut rester humble dans la modélisation de ce genre de phénomène, parce que personne n'a la boule de cristal, donc, et s'ajuster en permanence vis-à-vis des décisions qui dépendent aussi, qui vont au-delà de l'assureur, qui sont drivées par des décisions gouvernementales ou politiques. Voilà, et après, pour compléter aussi, ce que moi, un des sujets qui était remarquable sur le Covid, c'est qu'en fait, dès le début, il y a eu beaucoup de publications et de travaux pour estimer les R0 des différents pays au global, le taux de contamination, le taux de létalité, etc. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, notamment sur un nouveau type de contamination et d'épidémie et de pandémie, en fait, il y a aussi le fait que les systèmes de santé nationaux et au global ont tendance à évoluer assez vite. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les données des premiers mois ne sont pas pertinentes forcément assez vite pour évaluer le nouveau R0 ou la nouvelle mortalité, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de créativité dans les mesures sanitaires mises en place, en termes de confinement ou d'éradication ou pas du phénomène, et aussi dans les protocoles de soins. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est que les protocoles qui sont maintenant en vigueur dans les systèmes sanitaires, dans les hôpitaux de Paris par exemple, ne sont pas les mêmes qu'au début, parce qu'il y a une doctrine qui s'est créée, qui s'est constituée, qui a apprise et qui a évolué. C'est vrai sur les protocoles de soins, c'est vrai également sur la détection, sur l'analyse des cas, sur les comorbidités, sur toute une série de facteurs qui font qu'en fait le R0 basé sur les données des 2 derniers mois sont complètement différents du R0 du début, et ainsi de suite. Et donc en fait, il faut aussi avoir en tête dans ce genre de phénomène et de modélisation que les années ne sont pas toutes équivalentes, et que la première année fait évoluer les paramètres qu'on peut estimer sur la pandémie de manière très importante, et quand ça devient endémique, et au bout de 10-15 ans de souches qui mutent et qui se revoilent tous les ans comme pour une pandémie grippale, c'est déjà plus simple. Un des équivalents, c'est que quand on regarde les publications sur ce qui a été étudié au niveau international sur H1N1 en 2009, en fait, on observe déjà qu'il y avait des R0 et des phénomènes de contamination qui étaient très hétérogènes, par exemple entre les pays asiatiques et le Canada. Et aussi, la mortalité n'était pas du tout la même, parce que c'était complètement dépendant au protocole de soins et à la manière dont étaient gérés les patients. Donc c'est pour ça que c'est une vraie difficulté pour prendre en compte les différentes publications et études. Ok, merci. Peut-être Marine pour une ouverture avant de passer aux dernières questions. Oui, je pense que
ce qu'on retient, en tout cas ce que je retiens de cette année passée, c'est qu'on a et on aura de plus en plus besoin d'actuaires sur cette thématique qui est, comme on le disait tout à l'heure, transverse à différents domaines. Alors, au sein de l'actuariat, vie, non-vie notamment, l'épidémiologie, l'économie, donc tout est interconnecté et on a besoin d'avoir des sachants non seulement au niveau micro, au niveau de la modélisation, des gens qui comprennent les modèles et qui comprennent la réalité de nos contrats, de nos clients, de leur comportement, mais aussi des gens qui ont un pas de recul et qui sont capables d'avoir cette vision et cette compréhension transverse. Donc voilà, j'incite les différents actuaires à se plonger dans ce sujet. Ok, merci à tous. On va prendre peut-être 2-3 minutes de dépassement pour répondre aux 2 dernières questions. Alors, première question, quelles ont été les décisions les plus clivantes prises par vos organisations ou vos clients suite à cette crise? Exemple en termes de management, de parcours client, des règles de sélection médicale, d'aménagement de garantie. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme retour là-dessus? Oui, je pense que on a beaucoup agi envers nos assurés pour justement leur donner davantage de flexibilité sur le paiement de leurs primes, sur voilà, l'aménagement de leurs garanties. Donc, on a voulu être à l'écoute et accompagner nos assurés dans cette situation complexe. Alors, je suis courtier en réassurance, donc je ne suis pas porteur de risque. Donc, dans mon organisation, les décisions qui ont été prises sont de nature complètement différente. Par contre, si je généralise la question sur les décisions clivantes qu'on a pu observer, en fait, on a observé essentiellement des décisions, les plus clivantes sont liées au droit du contrat. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a eu des fois des demandes d'ex gratia, donc en fait, de prestations au-delà des garanties formelles des contrats, et qui ont été acceptées ou refusées dépendamment des contextes, des situations et de la profondeur de la relation. Mais on a eu aussi la convocation dans le renouvellement, en fait, de soit on monte les primes, les prix de la réassurance très fortement, soit en fait on rajoute des exclusions diverses et variées, certaines des exclusions étant particulièrement surprenantes, parce que quand on fait une couverture pandémie en excluant le Covid ou les maladies contagieuses, on sait plus ce qu'on couvre. Donc en tout cas, voilà, on a observé quand même les choses les plus surprenantes étaient relatives au droit du contrat, sur les contrats passés et à la vision de ce que c'est que la nature des risques transférés pour les contrats renouvelés ou souscrits. Voilà. Ok. Et dernière question, sur la santé, certains acteurs observent un rattrapage de conso sur la fin de l'année, novembre-décembre 2020, qui se poursuivra ou non en 2021, point d'interrogation. Alors, là-dessus, on ne peut être qu'humble. C'est-à-dire qu'il est clair qu'il y a un rattrapage et qui devrait se poursuivre. Après, la question, c'est est-ce que ce rattrapage va devenir le nouveau best estimate ou est-ce que ça va redescendre à moyen terme? Je pense qu'il faut plutôt valoriser les scénarios en se disant si ça devient le nouveau best estimate, à quelle vitesse je peux redresser mes tarifs ou rééquilibrer mes équilibres techniques. Sinon, à quel point je peux, de manière adaptée ou intelligente, leur retarder ce redressement pour donner une chance au marché que ce soit juste un phénomène de rattrapage qui va s'amortir dans le temps. Mais après, c'est une question de stratégie de pilotage technique et commercial qui dépend vraiment des portefeuilles de chacun, parce que pour reconvoquer ce que j'ai mentionné plus tôt, on observe des situations qui sont très 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 dépendantes en fonction du profil des assurés, tant par le fait que ce soit du collectif ou de l'individuel, et aussi l'âge l'âge des assurés et finalement quelque part donc la manière dont ils voient la garantie qu'ils ont. Je rejoins ce constat et puis finalement ça boucle. On revient au début de la présentation en disant que oui, les best estimates sont à monitorer et puis à adapter si besoin est. Donc c'est le cas pour la santé. Et ce rattrapage, en fait, on l'observe partiellement ou totalement. C'est vraiment dépendant des portefeuilles, des garanties. Il n'y a pas de règle générale qui se dégage. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Et puis pour tous les participants, si vous souhaitez en savoir plus
sur ce risque, mais aussi sur tous les autres risques. On a parlé du risque cyber, on a parlé des risques de changement climatique, des risques financiers, techniques, plus terre à terre, auxquels on est plus habitué. Eh bien, je vous invite à suivre la formation Expert ERM qui a lieu de janvier à novembre, 2 jours et demi par semaine, et que j'organise avec l'aide de formateurs qui sont soit des Chief Risk Officers, des Risk Managers, des académiques ou des actuaires seniors, et qui permet de répondre à la problématique globale de l'ERM, d'identifier, de mesurer et de traiter, de contrôler les différents risques auxquels sont confrontés les assureurs et les banques d'une manière globale et intégrée. Voilà, merci beaucoup à tous les participants qui ont posé des questions. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi ces échanges. Et encore un grand merci à nos 3 panélistes. À bientôt. Merci à tous. Merci Je me permets beaucoup. juste de compléter, Stéphane, en parlant le prochain rendez-vous, en tout cas concerne l'IRM sur la partie ERM, avec un webinaire de présentation de cette formation dont tu as parlé, Stéphane, le 29 juin dans notre salle virtuelle. Et ce sera l'occasion d'aller encore un peu plus loin sur ces démarches. Merci à tous les experts, intervenants, panélistes d'aujourd'hui pour ce webinaire passionnant. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.